Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les forces armées d'Haïti sont prêtes à répondre à l'appel du Premier ministre qui les invite à travailler de concert avec la PNH afin de lutter contre les gangs. C'est ce qu'ont annoncé de hauts gradés des forces armées sous couvert d'anonymat. La présidente du Haut Conseil de transition, Mirland Maniga, croit que le gouvernement doit décréter l'état d'urgence sécuritaire dans le pays en raison de l'aggravation du phénomène de l'insécurité. Lancement ce mercredi par le ministère des Finances de concert avec la Banque de la République d'Haïti, BRH, du programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité en Haïti, PERMAC. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé officiellement ce mercredi, en collaboration avec la Banque centrale et l'Ordre des comptables professionnels agréés en Haïti, OCPA, le programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité en Haïti, PERMAC. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, informe que l'un des objectifs de ce programme est de mettre en place entre 8 et 10 firmes haïtiennes capables d'auditer les grandes institutions financières du pays. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a fait remarquer que ce programme traduit la volonté du gouvernement de renforcer le niveau du système financier haïtien. Ce programme qui scellera également le démarrage des travaux du dit programme. C'est en apparence un petit pas, mais c'est un pas de géant dans la formalisation de l'économie haïtienne. Toutes ces actions entreprises témoignent des nombreux défis auxquels la Banque centrale s'attelle à faire évoluer la pratique de la profession comptable en Haïti vers la normalisation et l'application de meilleurs standards. En outre, la BRH s'est engagée dans la mise en place d'un marché financier qui impose la disponibilité d'informations financières fiables. Elle entend introduire chez toutes les grandes entreprises les meilleures pratiques comptables et l'adoption des normes IFRS. Les objectifs cités précédemment ne pourront se réaliser sans une profession comptable au fait des meilleures pratiques internationales. Il y va de soi que l'émergence de nombreuses firmes comptables capables d'auditer toutes les entreprises devant travailler au niveau du marché financier modifiera l'environnement professionnel. Il faudra faire éclore de nouvelles générations de comptables repus aux normes internationales IFRS et amener les firmes d'audit à mettre en pratique les normes internationales d'audit, ISA, avec le niveau de maîtrise et d'expertise nécessaire. Cet écosystème favorisera l'arrivée de nouveaux investisseurs et aidera à l'établissement d'un environnement de confiance entre tous les acteurs des marchés financiers. Cet écosystème que nous voulons mettre en place a motivé le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque de la République d'Haïti, l'OCPA, à s'unir en vue de la mise sur pied du programme élargi pour le renforcement du marché de l'audit et de la comptabilité PERMAC, avec pour objectif de favoriser au terme de ce programme 8 à 10 firmes de vérification capables d'auditer les banques et les grands débiteurs du système financier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le PERMAC est destiné à projeter avec une toute nouvelle intensité, tant sur notre système financier qu'au niveau des grandes entreprises haïtiennes, les lumières d'une transparence financière qui, à travers le prisme des normes internationales, se doit de s'harmoniser chaque jour davantage avec les modèles d'information comptable qui ont cours aujourd'hui sur les grands marchés internationaux. Il s'agit là, à n'en point douter, comme vient de mentionner le gouverneur,
qui a parlé de petits pas, mais je dirais qu'il s'agit d'un saut pour nous qualitatif, nécessaire pour le système financier et comptable haïtien vers l'appropriation de nouvelles capacités en vue de remplir pleinement leur rôle de catalyseur dans le processus de création de richesses et d'emplois au bénéfice de la population haïtienne. Cet exercice, entre autres, devra permettre de garantir la transparence dans les informations comptables et financières, condition préalable et indispensable à l'émergence de marchés boursiers en Haïti. Permettre à l'État haïtien d'améliorer sa performance en termes de mobilisation de ressources et aider l'État à mieux répondre à ses besoins de financement pour le budget de l'État à travers les bons du Trésor, permettre à Haïti d'améliorer son positionnement dans le palmarès de perception de la corruption et gagner en crédibilité aux yeux de la population et de la communauté internationale. La présidente du Haut Conseil de la Transition, HCT, Myrlande Maniga, se montre favorable à l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire dans le pays en raison de l'aggravation de la situation. Elle révèle également que le Haut Conseil doit se prononcer officiellement sur ce dossier. Suivez ses explications. Elle a été jointe au téléphone par Métropole. Malheureusement, les statistiques sont là, établies par des voies aussi bien nationales qu'internationales. Et moi, personnellement, en tant qu'être humain, ça m'afflige. Quand j'apprends qu'une femme est tuée, violée, un jeune homme, un étudiant est assassiné, etc., ceci me touche d'abord en tant qu'être humain. Vous voyez, en tant que citoyenne, être humain. Et je me dis, mon Dieu, jusqu'où est-ce que ça va continuer? Et on est là pour observer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Vous savez quelque chose? Non, laissez-moi vous dire. Si j'avais le pouvoir de décision, je proclamerais d'abord l'état d'urgence dans le pays. Car nous sommes dans une situation d'urgence. Et la situation d'urgence n'est pas l'établissement de la dictature. C'est vraiment définir les objectifs, définir les pouvoirs, définir les institutions, renforcer les institutions pour faire face tout de même à cette calamité. Et c'est pas possible que dans un pays, on dirait que c'est à petites gouttes que la population est attaquée, elle s'écoule à petites gouttes à travers différentes sources, à travers tout le pays, c'est pas seulement Port-au-Prince, tout le pays, et nous restons là, nous comptons, nous ne pouvons pas rester à compter les cadavres, à compter les blessés. Il y a des hôpitaux qui se ferment, les écoles qui se ferment. C'est dramatique. Nous sommes en train de préparer une conférence générale sur la sécurité. C'est le Haut Conseil qui va le préparer, mais nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas préparer cet événement seul. Il faut quand même l'adhésion de plusieurs groupes, de plusieurs centres qui sont comme nous, préoccupés par l'état dans lequel se trouve notre pays. Le Haut Conseil ne peut pas proclamer l'état d'urgence, par exemple. Mais si l'état d'urgence était proclamé, eh bien, on accompagnerait cet état d'urgence. La différence, d'ailleurs, entre l'état de siège, qui est un état de guerre, on ne peut pas proclamer l'état de siège s'il n'y a pas une guerre civile ou bien une guerre internationale. Mais l'état d'urgence, c'est autre chose. C'est à un niveau quand même plus abordable, plus compréhensible. Nous sommes dans une urgence qui a un nom, l'insécurité. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Résoudre ce problème de sécurité. Les gens ont peur de sortir, peur d'aller à l'école, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'aller faire le marché. L'activiste et ancien militaire Ashley Larac estime que la déclaration du Premier ministre Ariel Henry remettant la défense nationale entre les mains de l'armée est une bonne chose. Il appelle le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et à mettre en place un état-major dynamique à la tête des forces armées afin de faire ce qui doit être fait. Sécurité nationale, pays, il faut mettre l'armée. C'est sous ça pour nous camper là. Donc l'armée, jouette dans l'armée là,
pour lui faire réquisition toutes les ressources que le capable de prendre. Un bagage qui prend 25 ans pour arriver dans ce stade-là, ce n'est pas un bagage qui arrive matin. C'est une situation qui nourrit tête et qui évolue pendant 25 ans pour arriver là. Journée aujourd'hui, nous n'avons pas qu'à espérer qu'en 2 jours, la préparer. Je ne dis pas qu'il faut qu'il prenne 25 ans pour le résorber, non. Mais nous n'avons pas qu'à espérer qu'en 2 jours, il va le préparer. Donc, il faut que nous clairs sur ça. Le fait que une instance, officiellement, une institution qui remet la sécurité pays, il faut que l'institution ça développer un channel de communication avec la population pour être capable d'informer de décisions à prendre dans une zone ou dans l'autre. Mais encore une fois, journée aujourd'hui, il y a plus gros âme que la population haïtienne n'a et que le cas bail l'armée à porter. C'est confiance pour le faire l'armée. C'est confiance pour le placer dans l'armée. C'est plus gros âme qui a porté bali. Maintenant, il faut que l'armée a lui-même, si je un conseil que je permettre de bail l'armée, il faut que nous réactivions le système d'intelligence à travers toute société vaudou qui existe. Société vaudou, c'est des antennes d'intelligence sur tout le territoire national là. Donc, il faut que nous réactivions le système d'intelligence là. Il faut que nous mettions le sous-pied. Il faut que l'armée reprend, au fur et à mesure, à rythme que vous êtes capable de prendre, reprend possession de tout secteur que vous êtes habitué à contrôler. Ça veut dire que, en dehors des villes, l'armée doit pouvoir se positionner, établir ses casernes, reprendre possession de certaines choses. C'est vrai qu'il va falloir qu'on modernise cette armée-là. Il faut que vous mettez une gouvernance dans l'armée, un commandement dans l'armée, plus jeune, plus dynamique, plus moderne. La population, c'est ça la tente. Je ne pas de renseignement sur ça, même qu'on connaît que la modernisation va passer forcément par la mise en place d'un état-major plus jeune. Si la population fait l'armée a suffisamment confiance, c'est l'état-major ça même qui l'a connu, qui prend le choisir parce qu'il a des compétences, puis il choisit l'état-major plus jeune. Et puis, nous-mêmes, nous avons salué le départ correctement parce que nous avons mérité. Les membres des forces armées répondront affirmativement à l'appel lancé par le Premier ministre qui les invite à se ranger aux côtés de la police dans le cadre de la guerre contre les gangs. Toutefois, le haut état-major qui n'a pas voulu faire de déclaration enregistrée pose certaines conditions au chef du gouvernement. Selon cette entité, les soldats des forces armées doivent être bien équipés avant d'être déployés sur le territoire national. Avec notre invité d'aujourd'hui, le docteur Georges Michel, historien, constitutionnaliste et grand expert des affaires haïtiennes, nous allons un petit peu innover et faire un tour de la politique internationale, des grands moments qui marquent cette semaine avec la visite du président chinois à Moscou, la situation en France et pour finir, on essaiera de voir ce que la visite du président Biden au Canada, au Premier ministre Trudeau peut donner, à quoi ça peut aboutir pour nous en Haïti. En attendant, bonjour Georges Michel et bienvenue. Bonjour Serge, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Voilà, bon Georges, on va commencer, on va essayer d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que cette visite de Xi Jinping, visite de 3 jours quand même, cette visite de Xi Jinping à Moscou, Vladimir Poutine, qu'est-ce que cela vous indique? Est-ce le début de la domination de l'influence chinoise sur le monde? Est-ce le début du déclin international de l'Amérique? Et en d'autres termes, pour finir, est-ce que Xi Jinping peut être l'élément qui va amener les belligérants autour d'une table de conférence? Je dois vous dire, Serge, que les Chinois sont extrêmement pragmatiques. La visite de Xi Jinping n'est pas une affaire faite au hasard. La Chine n'a pas intérêt ou n'a pas l'intention de se s'allier avec la Russie.
la Chine peut faire un bout de route avec la Russie. Comme disait un journaliste de France 24 ce matin, il y a deux choses qui rapprochent la Chine et la Russie. Ils ont d'abord des relations économiques très étroites et ensuite ce sont deux régimes autoritaires. Voilà pourquoi nous avons la rencontre Poutine-Xi Jinping. Mais d'un autre côté, le même confrère disait que les Chinois ne sont pas idiots. Ils savent que la première source de leur richesse, de leur grande richesse, c'est le marché américain. Ils fabriquent tout ce qui est consommé par les États-Unis et par les Américains. Donc, ils ne vont pas se mettre dans une position avec la Russie trop profondément contre l'Ukraine, de peur d'encourir des sanctions occidentales qui ravageraient son économie plus que les sanctions occidentales ne ravagent l'économie de Poutine. Donc cette chose, il ne va pas la peine. C'est pour ça que Xi Jinping a préparé un plan de paix général. Oui, le plan 12 points. Il y a 12 points. Oui. Il y a de bonnes idées dans le plan chinois. Je crois savoir ce que Xi Jinping a en tête. Il va prendre langue dans un futur proche avec les Ukrainiens et se mettre comme honnête courtier ou amiable compositeur entre les Russes et les Ukrainiens. Et il a montré ce qu'il pouvait faire en accordant les violons des Iraniens et des Saoudiens dans cette affaire d'accord pour établir leurs relations diplomatiques. Exactement. Il a montré ce qu'il pouvait faire. C'est un sujet d'inquiétude pour les Américains aussi, parce que si la Chine apparaît comme un acteur indispensable sur la scène internationale, si la Chine arrive à faire l'Arabie Saoudite et l'Iran se réconcilier, si l'Arabie Saoudite arrive à faire Vladimir Poutine s'entendre avec Vladimir Zelensky, les deux Vladimir, donc nous aurons une Chine qui deviendrait un acteur incontournable sur la scène politique internationale. Et c'est de nature à inquiéter les Américains, mais on n'y peut rien. Si la Chine arrive à ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine, l'humanité tout entière lui en sera reconnaissante. Et d'après ce que je sais, Xi Jinping va parler bientôt avec Volodymyr Zelensky pour une conversation sur Zoom. Mais le président Zelensky a en tête d'inviter Xi Jinping à venir à Kiev. Et je crois que Xi Jinping a toutes les chances d'accepter l'invitation du président Zelensky. Donc, nous n'assistons pas à la naissance d'une alliance entre la Chine et la Russie, mais plutôt de partenariat stratégique, de partenariat pratique à bénéfice bilatéral entre la Russie et la Chine. Et Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine deux choses. Nous le savons déjà parce que ces éléments sont dans la presse. D'abord, pas question d'armes nucléaires. Xi Jinping est complètement opposé à l'utilisation d'armes nucléaires dans le conflit par la Russie. Tout à fait. La deuxième chose, il dit à Xi Jinping qu'il n'est pas d'accord avec l'agression militaire contre un État souverain. Donc c'est ce que Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine, qu'il s'est mis dans son tort. Mais il l'a dit en privé. Il n'a pas besoin de le dire en public pour agir. Il y a beaucoup de choses qui se règlent en diplomatie sous la table et dans les coulisses. Donc, c'est plutôt pour une mise au point, un recentrage que nous avons eu cette nécessaire visite de Xi Jinping à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il y a l'affaire du mandat international pour crime de guerre. La Cour pénale internationale a utilisé le crime le plus facile, le plus évident et le plus révoltant. Vous savez, dans le monde, à chaque fois qu'on s'en prend à des enfants, c'est mal perçu par l'humanité. On n'a pas parlé des cadavres qui avaient été accumulés à Boutcha et ailleurs, des bombardements de maternité et d'écoles. On a été directement épinglé Poutine sur cette affaire de kidnapping, de rapt et de déportation ukrainien. Et ce mandat a une valeur symbolique et morale. Ça ne veut pas dire que Poutine sera poursuivi parce que la Russie ne livrera jamais Vladimir Poutine, même après l'expiration de son mandat. Mais d'un autre côté, Poutine ne pourra pas mettre son pied
dans 123 pays membres de la Cour pénale internationale, il risquerait de se faire arrêter. C'est un coup pour son image, qu'il le veuille ou pas. Ça n'a pas inquiété Xi Jinping parce que, comme je vous disais au début de cette émission, les Chinois sont éminemment pragmatiques et pratiques. Ouais. Donc, ils ne se perdent pas en démarches inutiles. Oui. Très bien. Non, tout à fait d'accord avec cette très belle analyse, ce très beau résumé de la situation, Georges. Un point quand même que je voudrais signaler, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans la proposition de paix en 12 points, le premier point qui a été signalé, c'est le respect de la territorialité intégrale. Ça peut vouloir dire il n'y aura pas de paix, Monsieur Poutine, tant que vous n'aurez pas remis à l'Ukraine les territoires que vous avez annexés. Il y a les territoires annexés, il y a la Crimée. La Crimée est un cas particulier. Particulier, tout à fait. Parce que la Crimée a été transférée illégalement par Nikita Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954, 9 mars 1954. Ensuite, l'écrasante majorité de la Crimée à une population russe qui veut l'union avec la Russie. Si l'Ukraine rentre en Crimée, elle aura affaire à la population locale, elle va entrer dans le Vietnam en Crimée. Il faut mettre la Crimée en parenthèse. Si l'Ukraine veut faire quelque chose de bon, que les Ukrainiens se battent pour libérer les 4 provinces, les 4 oblasts que Poutine a pris. Exactement. Le Donbass et les 4 autres. Et ce sera une bonne chose. Mais la Crimée restera une forme de discorde. Même si, cas d'école, vous voyez, Serge, que l'Ukraine récupère la Crimée, dans le futur, ça va être encore une épine irritative et la source de conflit. Donc, il faut arriver à un accord concernant la Crimée. Pardon, excusez-moi. La Crimée était d'ailleurs au sein de l'Ukraine indépendante une république autonome. C'est le Parlement de cette république autonome qui, en mars 2014, a voté son rattachement avec la Russie. L'annexion de la Crimée s'est faite sans tirer un coup de feu. Les Ukrainiens savaient qu'ils n'étaient pas chez eux en Ukraine et ils sont partis sagement. Mais là où Poutine a bêté, c'est que Poutine, comme dit Mme Hélène Carrière-Dancos, académicienne et spécialiste de la Russie, Poutine avait d'excellentes cartes en main pour gérer le dossier ukrainien et le dossier de l'espace anciennement soviétique. Il a tout gâché avec sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Il a tout foutu. C'est l'opinion de Mme Carrière-Dancos que je partage. Maintenant, rapidement, très rapidement, parce que l'heure commence à nous faire la guerre, la rencontre Biden-Trudeau. Il sera forcément question de la situation en Haïti. Je suppose que vous êtes d'accord. Absolument. Qu'est-ce qui peut sortir de là? Parce que apparemment le Canada, à travers les déclarations du chef d'état-major, etc., pour eux, le cas haïtien ne les intéresse absolument pas. Et Biden, depuis le début, ça a été constant chez l'administration américaine, il n'est pas question d'envoyer des troupes américaines en Haïti. Là, au moins c'est clair, ça n'a jamais varié. Maintenant, qu'est-ce qui peut sortir de cette rencontre Biden-Trudeau qui pourrait être bon pour nous, nous, Haïtiens? Je crois, mon cher Serge, que les Canadiens ne peuvent pas venir pour 4 raisons principales. D'abord, ils sont trop civilisés. Ils ne s'imaginent pas le degré de violence et de sauvagerie qu'ils rencontreront sur le terrain dans leur mission. Ils savent très bien que ce n'est pas la promenade de 1994 ou de 2004. Et il va falloir se retrousser les manches. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience avec le tiers-monde. Ils n'ont pas d'expérience coloniale. Ils se sont battus courageusement pendant 2 guerres mondiales contre des Blancs et des armées organisées, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais la guerre coloniale, ça, c'est pas le fort des Canadiens. C'est vrai. Troisième raison, c'est que les forces armées canadiennes sont toutes petites. Vous regardez sur Wikipédia, du point de vue des effectifs de l'armée de terre, de l'air et de mer, ils sont des forces armées de la taille de celle de la République dominicaine, même si leur budget
10 fois ou 20 fois celui de l'armée dominicaine, mais du point de vue dimension, ça reste et demeure une petite armée. Ils ont 44 000 hommes d'armée de terre, 10 000 hommes d'aviation et 10 000 hommes de marine à peu près. La même chose que les Dominicains. Donc on ne va pas bien loin avec ça. La quatrième raison, c'est que le prix politique serait effroyable pour Trudeau. Imaginez-vous qu'on tue un jeune petit soldat canadien à Grand Ravine ou à la Cité de Dieu, anglophone ou francophone, peu importe. Vous aurez immédiatement un tsunami politique au Canada de Halifax à Vancouver. Cette perspective est effroyable pour nos amis canadiens. Donc, ils auraient l'occasion de dire tous les mots que vous connaissez, les calices, les tabernacles, les ciboires, les sacrements et autres. Je vous en fais grâce. Donc, voici pour le Canada. Pour les Américains, pourquoi ils n'ont pas envie de venir? Pour 4 raisons aussi. D'abord, il y a la répugnance personnelle de Joseph Robinette Biden, qui se trouve être le président Biden. Mais l'homme Joseph Biden n'aime pas ce genre d'activité, n'aime pas ce genre d'intervention. C'est une question de goût personnel. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont honte d'avoir à nous envahir à répétition. Plusieurs fois, ça va faire la 4e fois et de ne pouvoir rien régler. Ça, je vous dis que le général Ronald Coleman, que j'ai rencontré sur le parking de Radio Métropole, m'a dit. J'ai du temps, je vais vous raconter ça après. La 3e raison, c'est qu'ils sont fatigués de nous. Et la 4e raison, c'est la même pour les Canadiens. S'il y a des pertes, ça va faire monter le prix politique sur la scène politique interne aux États-Unis. On n'allait pas manquer de voir des gens comme Donald Trump, comme les sénateurs Mario Rubio ou Ted Cruz, et se servir de ça pour attaquer Biden pour des raisons politiques. Mais profitons pour vous parler du général Coleman. Je rencontre le général Coleman en visite à Radio Métropole sur le parking. Je lui dis, mon général, c'est extrêmement humiliant pour nous, Haïtiens, d'avoir été envahis par vous, Américains, 4 fois, 3 fois en moins d'un siècle. Et il me dit, oui, je comprends que c'est très humiliant pour vous, Haïtiens, d'avoir été envahis par nous, 3 fois en moins d'un siècle. C'est une chose extrêmement humiliante aussi pour nous, de vous avoir envahi 3 fois en moins d'un siècle et de n'avoir rien réglé. Alors, s'il vous plaît, docteur Michel, ne nous humiliez pas une 4e fois, nous forçant à vous envahir une 4e fois. J'ai dit au général Coleman, mon général, vous ne voulez pas que ceci se passe. Allez dire à vos responsables que vous n'avez pas de pouvoir de décision en main, ni d'exécution. Allez leur dire ce message. Vous mettez l'appareil sécuritaire du pays sur pied dans sa composante militaire et policière et vous n'aurez pas à revenir. Mais le Premier ministre Latortue alors a préféré faire le gros dos, faire le mort, ne pas remonter l'armée. Et à chaque fois qu'on lui parlait d'armée, il parlait de Costa Rica. Parce que nous sommes dans le Costa Rica du Premier ministre Gérard Latortue. Et ce qu'on devait faire pour la 3e intervention n'a pas été fait. On a fait des réparations cosmétiques et cette situation qui existait en 2004 s'est reproduite en pire en 2020, 2021, 2022, 2023. La situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cette situation, d'après ce que m'a raconté ma grand-mère, existait en Haïti en 1914 et en 1915 avec les cacos. Les cacos entraient à Port-au-Prince terrorisaient les gens. Ma grand-mère âgée de 9 ans était obligée de coucher sur les bancs, sous les lits pour échapper aux balles. Ta mère, mon arrière-grand-mère, mettait des matelas aux portes, aux fenêtres pour amortir les balles de cacos. Et ils habitaient dans une maison qui se trouvait et qui se trouve encore à l'angle de la Grande Rue et de la rue des Remparts en face du marché technique. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et de la première intervention de 1915 avait pacifié le pays et amené l'ordre. Surtout si vous prenez les 3 interventions, et même cette 4e qui se profile, toutes ces interventions roulent autour de la problématique de la force publique en Haïti. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, et peut-être numéro 4 à venir. Pourquoi je parle de numéro 4? C'est parce que la police nationale n'est pas faite pour le travail qu'on lui demande à faire. C'est pas son métier. Elle n'est pas faite pour ça. Et l'armée nationale, que le président Jovenel Moïse a eu l'intelligence et le courage
de rétablir en 2017, elle est trop faible, elle manque d'effectifs, elle manque d'armement. Elle pourrait faire le travail si M. Latortue avait refait l'armée de 2004 et 2006. C'est lui qui a bloqué le projet pour nous mettre dans un paradis costaricain. Passer le Costa Rica de Latortue dans le... Magnifique. Georges, encore une fois, mille merci. Mille merci de vous être rendu disponible pour nous. Chapeau bas pour vos analyses et la présentation de ces questions. Et j'espère à très bientôt. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci Serge. Nous sommes des professionnels. Nous connaissons notre travail. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.